Bonjour Hermine. Bonjour. Merci beaucoup de venir à mon micro pour ces LFD organisés par la Ferme Digitale. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Avec plaisir, Louise. Je m'appelle Hermine Chambard-Delauve et je dirige le CNRA, le Conseil national pour la résilience alimentaire. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans parce qu'à l'origine, j'ai plutôt une formation et une expérience en commerce et surtout transport et logistique internationale. Alors le CNRA, c'est quoi ? Le CNRA, c'est une jeune association, on va bientôt fêter nos 5 ans, donc on est fiers de ça, qui a été créée par... en fait, c'est une initiative citoyenne, on était une douzaine autour de la table, et on s'est dit, lendemain de premier confinement, qu'il manquait vraiment un acteur pour fédérer tous ceux qui veulent s'engager pour la résilience alimentaire, pour pouvoir apporter une vision un peu tiers de confiance. Et on marche sur 2 pieds qui sont très importants pour nous. Un pied qui est très ancré sur le terrain, parce qu'on est convaincu que c'est par les acteurs de terrain que la résilience alimentaire sera vraiment opérationnelle sur le territoire. Et un pied qui se veut très transversal, parce qu'on est convaincu que la résilience alimentaire ne peut pas reposer sur les seuls acteurs du champ à l'assiette, comme on dit. Donc on veut travailler absolument avec l'écosystème au sens large, c'est-à-dire les acteurs des territoires, les élus, les acteurs des collectivités, la recherche, l'enseignement, les acteurs du financement aussi, parce qu'ils sont nécessaires pour le grand plan de transformation qui nous attend. Concrètement, vous mettez quoi en place ? Alors concrètement, on a 3 leviers. Relier, influencer, outiller. On aime bien les petits verbes chez nous. Donc relier, comme je disais, en fait, on est vraiment un collectif. On n'a pas vocation à être un think tank, à produire de grands rapports, mais plutôt à mettre en connexion les acteurs qui existent déjà. L'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur tous ceux qui œuvrent déjà au quotidien et qui ont les solutions vraiment dans leurs mains, avec l'intention, évidemment, de passer à l'impact. Influencer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au début, on ne travaillait pas là-dessus, parce qu'on ne se voit pas trop comme un lobbyiste, mais on s'est bien rendu compte que la résilience alimentaire, c'est une approche qui est tellement systémique, holistique, comme dirait mon cher président, qu'on est obligé de la décrypter, de l'expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'on organise, par exemple, le mois dernier, une journée parlementaire qui a eu lieu au Sénat pour pouvoir contribuer à décrypter les freins, les leviers et surtout les outils de la résilience alimentaire. Parce que notre 3e axe de travail, c'est vraiment outiller pour être au plus proche du terrain et donner de façon très concrète aux acteurs du terrain, qu'ils soient producteurs, agriculteurs, éleveurs, ou bien un industriel, ou un restaurateur, ou bien un acteur financier, peu importe qui qu'il soit en fait, comment est-ce qu'il peut se saisir d'outils très concrets et opérationnels. Et dans cette fameuse boîte à outils, j'en cite 2-3 comme ça pour que tu puisses te rendre compte, mais on va avoir un guide de bonnes pratiques qu'on a écrit en partenariat avec AFNOR et un tour de table de plus de 200 personnes pendant 1 an, donc c'est pas rien, et c'est une sorte de bible de référence. On va avoir une formation, on va avoir un baromètre qui a vocation à mettre en lumière les indicateurs qui existent déjà pour permettre de les croiser et pour pouvoir se positionner. Très clair. Et alors, est-ce que tu pourrais nous définir la résilience alimentaire ? Parce qu'on entend souvent parler de souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire. Est-ce que c'est en rapport ? Qu'est-ce que c'est la résilience alimentaire ? Très bonne question. Alors, la résilience alimentaire, c'est vraiment la capacité de l'ensemble des acteurs d'un système alimentaire à nourrir la population de son territoire en quantité, en qualité, de façon accessible à tous, quels que soient les aléas. Et quand je dis quels que soient les aléas, bien sûr, on a en tête le Covid, parce qu'il a quand même donné un point d'entrée vraiment à cette approche aussi de résilience alimentaire. Mais bien sûr, la guerre en Ukraine, une cyberattaque, la grippe aviaire, il y a tout un tas de chocs et de perturbations qui vont malmener notre système alimentaire. Et donc la résilience alimentaire, c'est vraiment cette capacité collective. Ce n'est pas une démarche individuelle, mais cette capacité collective à garder cette fonction nourricière première. Et j'ajoute une petite chose sur cette histoire de risque de choc, c'est qu'on a à la fois des chocs endogènes et exogènes. Ça veut dire quoi ? Des chocs qui sont générés par le système lui-même, un peu dans cette vieille façon de penser, entre guillemets, j'ai un problème, je cherche ma solution.
sans me rendre compte que ma solution devient le problème du voisin à un temps plus ou moins défini. Et bien sûr, les chocs exogènes qui peuvent être aussi brutaux que ceux que j'ai cités, là, le Covid, mais aussi des perturbations un peu plus latentes. Typiquement, en France, la difficulté à transmettre les exploitations agricoles, le manque d'attractivité de certains métiers dans la restauration collective, par exemple. Comment se porte la résilience alimentaire des territoires en France? Honnêtement, on n'a pas à rougir de l'état de la résilience alimentaire en France. Très clairement, enfin, je veux dire, quand on compare ne serait-ce que la période Covid entre la France et, si je prends un exemple, un autre pays à l'autre bout du monde, le Pérou par exemple, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. On a bien tenu sur la longueur et on a un système qui est quand même, somme toute, relativement, qui est plutôt bien robuste. Mais il est mis à rude épreuve. Et les indicateurs se dégradent au fur et à mesure. Donc on a une responsabilité collective à faire en sorte qu'on retrouve nos lettres de crédit et qu'on réamorce une transformation profonde, parce que le système qu'on a aujourd'hui, il est très hérité de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un changement de paradigme. Comment est-ce qu'on se réinvente face à des enjeux, pour ne citer que le changement climatique, qui n'existait pas il y a 50 ans? Est-ce que l'innovation, elle a son rôle à jouer dans ce changement de paradigme? Alors là, oui, 100% oui, plus que oui. Par contre, l'innovation, elle n'est pas que technologique, loin s'en faut. L'innovation, elle est d'usage, elle va être sur des pratiques qui n'ont rien à voir. C'est juste un changement de braquet, finalement, l'innovation, quelle qu'en soit la forme. Et oui, elle a un rôle à jouer. Moi, je suis persuadée que l'énergie de demain, on ne l'a pas encore imaginée. Et le système productif de demain, on ne l'a pas encore imaginé. Aujourd'hui, on a un enjeu fort aussi par rapport à cette innovation, à prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on sait bien, régulièrement, innover à titre individuel, au sein d'une entreprise, au sein d'une petite structure. Mais croiser des innovations, c'est autre chose. Croiser une innovation technologique avec une innovation d'usage, ça demande de faire un pas l'un vers l'autre au service d'un objectif qui nous dépasse individuellement. Parce que l'innovation pour l'innovation, ça n'a pas de sens. C'est au service de. Et en l'occurrence, de la résilience alimentaire, ça peut être pas mal. Comment justement faire pour que les acteurs arrivent à travailler ensemble? Est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez au CNRA? Comment tu vois les choses? Parce que j'imagine que pour que l'innovation se développe, se diffuse et soit la plus efficace possible, il faut collaborer entre différents points de vue, différents intérêts aussi, pour trouver la meilleure option possible. Complètement. C'est loin d'être la chose la plus simple, loin s'en faut. Je vais prendre un exemple très concret, ça s'appelle les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui sont un dispositif qui ont été créés en 2014 et dont les collectivités, donc 470 collectivités se sont saisies aujourd'hui en France pour pouvoir avoir une stratégie alimentaire sur leur territoire. Donc concrètement, dans ces PAT, l'une des approches, on va dire, la plus durable, la plus efficace, c'est d'abord de commencer par un audit territorial. Quelle est la réalité chiffrée presque scientifiquement, j'ai envie de dire, du territoire sur lequel on se situe? Et cet audit-là, il n'est pas opposable. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. La deuxième étape, c'est de partager cet audit pour que sur le territoire, depuis le consommateur jusqu'à l'élu, en passant par l'industriel ou l'agriculteur, tous soient conscients de la réalité de leur territoire, mais de façon systémique, c'est-à-dire aussi bien du nombre de patates produites au nombre de tomates consommées dans les écoles, en passant par la quantité de produits industriels qui vont sortir et le nombre de repas servis dans les écoles, par exemple. Donc, ça, c'est une chose qui est hyper importante, c'est le partage de l'information. Donc, il y a un enjeu de transparence derrière. Pas évident, mais il est fondamental. La troisième étape, et là, ça appartient justement à, en l'occurrence dans mon exemple, la collectivité porteuse du PAT qui veut engager cette stratégie, ça va être de poser une feuille de route. Et cette feuille de route, il va falloir ensuite la prioriser. Donc, il va y avoir tout un tas d'axes de développement pour cette stratégie alimentaire territoriale, mais il va falloir prioriser. Et une fois qu'on a priorisé, il va falloir derrière dérouler concrètement. Mais ça ne peut pas se faire de la même façon qu'on a partagé l'audit. Parce que si on est 150 autour de la table, clairement, on n'y arrivera pas. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher les bons acteurs au bon moment
Et quand je dis au bon moment, c'est-à-dire que si vous allez chercher le directeur du Super U du coin et lui dire « Viens gars, on va réfléchir à la stratégie alimentaire de notre territoire », et bah, au bout de la 53e réunion, il va nous dire « T'es sympa Hermine, mais on va accoucher d'une souris. » quoi. Donc le temps politique n'est pas le temps économique. Donc comment on fait se rencontrer les deux ? C'est là qu'on a un enjeu de gouvernance super fort. Et ces PAT sont un bon outil. Alors, avec son lot de tâtonnements aussi, mais c'est normal, on avance aussi en marchant. Parce que derrière, voilà, la dernière étape, c'est mettre les bonnes personnes autour de la table pour aller concrètement jusqu'au bout du projet. Et puis, un projet après un autre. Et un dernier gage de succès, entre guillemets, c'est que depuis le début, on le dit, Louise, on parle d'approche systémique. Donc, c'est comment est-ce qu'on a une approche d'une chaîne de valeur complète avec tous ces maillons. Si on se calibre sur le maillon le plus fort et qu'on va l'entretenir, bah forcément, il va se renforcer, etc. Si on se calibre sur le maillon le plus faible, voire le maillon manquant du système du territoire, on va se renforcer collectivement. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, avec cet audit et avec cette priorisation qui doit être prise par un acteur relativement désintéressé, la collectivité, par exemple, c'est un point intéressant, ou un tiers de confiance, on va pouvoir mettre nos forces sur le maillon le plus faible. Et donc, tout le bénéfice retombera sur l'entièreté du système derrière. Du coup, en t'écoutant, j'ai l'impression que le secteur public a son rôle à jouer, alors qu'aujourd'hui, l'innovation dans l'imaginaire collectif, elle se fait plutôt par les entreprises privées. Est-ce que c'est effectivement, voilà, ils ont un rôle clé pour développer tout ça ? Ils ont le même rôle à jouer que les acteurs économiques et que les acteurs institutionnels et que les étudiants. En fait, chacun a vraiment son rôle à jouer. Par contre, ce qui est très important, c'est que chacun soit conscient du rôle qu'il a à jouer et qu'il n'aille pas empiéter sur le rôle du voisin. L'enjeu fort, c'est qu'on attend du secteur public qu'il donne, d'une part, la direction, le cadre d'action, et qu'il soit aussi garant en matière de garde-fous. De la même façon que les scientifiques, on tape dessus, mais enfin, on est bien content d'avoir quand même une régulation qui permet de ne pas être empoisonné quand on mange n'importe quoi dans la rue, quoi. Je résume, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, oui, le secteur public a un rôle à jouer à deux niveaux, au niveau local, territorial, et bien sûr au niveau national. Et si on parle d'agriculture en France, on ne peut pas faire l'impasse sur la PAC. Donc, à 3 niveaux même. Et en plus de ça, il y a un autre enjeu aussi, c'est que au-delà de leur rôle individuel, ils ont aussi la responsabilité d'engager une discussion transversale. Aujourd'hui, les régions parlent très peu avec les communes sur ces enjeux-là. Enfin, je donne un exemple tout con. Les communes sont responsables de l'alimentation des crèches, les départements des collèges, les lycées sont traités par la région et ils ne se parlent pas entre eux. Et j'ai le sentiment, en tout cas, je vais parler du milieu que je connais le mieux, qui est le monde agricole. Il peut y avoir parfois des résistances au changement. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois à l'échelle du territoire ? Et sur quel levier on peut agir pour lever ces freins au changement, convaincre les gens, les embarquer d'y aller, quoi ? Bon, je n'ai pas la réponse à tout. Je vais essayer de donner quelques réponses qui sont les miennes. Oui, il y a des résistances au changement qui sont culturelles, qui sont aussi conjoncturelles. Enfin, typiquement, je suis à la retraite dans 3 ans. Qu'est-ce que je vais m'embêter à changer tout mon système agricole alors que derrière, il va y avoir un petit jeune qui sera au vent et qui sera en capacité de. Donc, il y a quand même ça. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément que je vois aussi, c'est qu'il manque de cap. Il manque de direction globale. Et on a tendance à vouloir donner une réponse conjoncturelle à un problème structurel. Et donc, on ne fait pas assez confiance aussi à nos agriculteurs. C'est-à-dire qu'il me semble que si on leur donne un cap, si on leur dit la cantine du coin, elle a besoin de ça, débrouille-toi, ils sauront faire. Ils savent faire. Ils ont tous les outils. Ils ont en plus aujourd'hui la capacité à créer du collectif, des relations entre eux pour pouvoir capitaliser sur les expériences des autres. Parce que
Si je ne me trompe pas, ils ont 40 fois l'occasion de se tromper et de faire bien dans une carrière. Donc 40 fois, ça ne fait pas beaucoup. Et en même temps, c'est pas rien. Donc travailler ensemble, ils savent le faire. Après, oui, il y a des résistances. Il y a des résistances qui s'entraînent elles-mêmes aussi. Il y a des collectifs d'agriculteurs qui sont entre eux. Ils sont très bien, vivons cachés, on fait comme on a toujours fait, et puis on n'a pas forcément envie de changer. Mais pour autant, il y en a tellement qui bougent et qui font des choses absolument admirables qu'ils mériteraient aussi d'être encore plus mis en valeur. Écoute, on arrive à la fin de cette discussion et je vais te poser la question que j'ai posée aux autres intervenants. C'est à ton avis, est-ce que l'innovation sauvera le monde agricole? Pas que. Elle y contribuera. Elle y contribuera, j'en suis persuadée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Hermine pour tout ton partage. C'était super intéressant et à bientôt. À très bientôt.